la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Quand on parle des relations difficiles entre la France et l'Angleterre pendant un millénaire, bien entendu, il faut parler de la guerre de 100 ans. Gérard Blier nous en dit les causes. Oui, alors Yann, effectivement, la guerre de 100 ans, c'est évidemment un événement majeur dans l'histoire du Moyen-Âge et dans l'histoire tout court de l'Europe, bien sûr. Un affrontement entre deux puissances, France et Angleterre. Et cet affrontement, il a duré à peu près un siècle. Alors, disons tout de suite que la guerre de 100 ans n'a pas été une guerre continue pendant un siècle. Il y a eu, pour des raisons évidentes, la fatigue des soldats, il fallait les payer, etc. Il y a eu des périodes de trêve. Mais enfin, les accalmies étaient courtes et il y a eu un état de guerre, effectivement, entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle. Bon. Alors, cette guerre de 100 ans, elle a été déclenchée pour un certain nombre de raisons. Évidemment, il est facile, Yann, de refaire l'histoire quand on sait ce qui s'est passé, bien sûr. Bon. Mais enfin, on peut penser que les événements que nous avons relatés dans les précédentes émissions montraient que, entre la France et l'Angleterre, il fallait un jour ou l'autre que ça éclate très dur parce que la situation devenait évidemment intolérable, puisque donc, comme nos auditeurs, nos spectateurs le savent, eh bien, le roi de France n'était plus le maître chez lui dans une bonne partie de la France, à peu près une moitié de la France, bon, et même s'il avait récupéré des territoires, et le roi d'Angleterre, eh bien, ne pouvait plus accepter, alors qu'il était au moins aussi puissant que son suzerain, eh bien, de devoir rendre, alors lui, vassal très puissant, rendre hommage à ce suzerain. Donc la guerre était une guerre importante, était dans les germes. Mais quand elle s'est déclenchée, personne ne pensait qu'elle allait durer un siècle. Bon. Alors, quelles sont les causes profondes? Alors donc, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un lourd contentieux entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que avant le milieu du XIVe siècle, les Français et les Anglais se sont battus beaucoup. Alors déjà, on peut dire que la bataille d'Hastings, c'est bien une bataille franco-anglaise, puisque les Normands venaient du royaume de France, mais ensuite, à l'époque de Saint-Louis, par exemple. Bon, à l'époque de Saint-Louis, pas très loin d'ici, entre Taillebourg et Saintes, eh bien, le roi d'Angleterre et le roi de France, avec leurs soldats, se sont affrontés dans une bataille extrêmement sévère. Bon, sans qu'il y ait de suite importante sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique. Mais donc, avant que se déclenche la guerre de 100 ans, il y a ce que certains historiens, Yann, ont appelé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, la première guerre de 100 ans. C'est-à-dire, oui, pendant des dizaines d'années, il y a eu ces conflits. Bon, je préfère naturellement parler de la guerre de 100 ans pour la vraie guerre de 100 ans. Alors donc, il y a, voyez-vous, ce contentieux, bon, et il y a évidemment donc le fait que les Français et les Anglais se sont déjà joyeusement étripés pendant 1 ou 2 siècles auparavant. Alors, ça, c'est la première raison, contentieux. Les deux pays ont des relations épouvantables. Deuxième raison, elle a un nom de province, de comté, la Flandre. Pourquoi la Flandre? Eh bien, il se trouve, Yann, qu'au XIVe siècle, la Flandre est la plus riche région de l'Europe avec l'Italie du Nord. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une très puissante industrie textile, bon, à Bruges, Gand, etc., il y a l'activité marchande de la Hanse, etc. Bon, la Flandre est extrêmement prospère. Vous voyez où est la Flandre? Il y a un comté qui est dans le royaume de France à la limite, mais l'Angleterre est toute proche. Et l'Angleterre, pour ses activités, l'Angleterre qui monte en puissance, a besoin des ressources de la Flandre. Donc, on ne va pas entrer dans le détail, mais il y a des conflits indirects en Flandre. Les Anglais font des misères aux Français et les Français font des misères aux Anglais. Donc la France et l'Angleterre sont intéressés par la Flandre. Voilà donc, déjà après l'ancienneté des combats, voilà la Flandre. Bon. Alors ensuite, il y a évidemment l'Aquitaine. L'Aquitaine, on ne va pas insister puisque donc on a déjà traité de cela. L'Aquitaine, alors que Philippe Auguste est parvenu à récupérer une bonne partie des territoires anglais en France, pour le compte du roi de France, dans son royaume, où ils étaient déjà, mais d'une manière fictive, bon, l'Aquitaine, elle reste à part.
L'Aquitaine reste tout à fait anglaise. Et ça, l'Aquitaine à l'époque, c'est un territoire extrêmement important. La Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, de nos jours, a ressuscité ça. L'Aquitaine va presque jusqu'au Pays de la Loire, voyez-vous, le Massif central, une partie du Massif central et les Pyrénées. Bon, l'Aquitaine, c'est un énorme morceau. Alors donc, évidemment, l'Aquitaine, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre est ulcéré de devoir chaque année, d'ailleurs il envoie quelqu'un à sa place, de devoir chaque année s'agenouiller, prêter hommage au roi de France pour le duché d'Aquitaine, qui bel et bien en France, dans le royaume de France. La situation ne change pas. Alors ça accentue, ça devient de plus en plus intolérable, voyez-vous, au fil évidemment des siècles. Et puis alors, il y a surtout, un événement nouveau qui va surgir, c'est la querelle dynastique. Et ça, c'est totalement nouveau. De quoi s'agit-il ? Je vais évoquer un livre, une série télévisée célèbre, Les Rois maudits, de Maurice Druon. Voilà ce qui se passe. Alors que déjà, donc, il y a plusieurs raisons de ressentiment et de conflit entre la France et l'Angleterre, eh bien, voilà une raison majeure qui va surgir donc au XIVe siècle. Le roi de France, Philippe le Bel, meurt en 1314. Bon, c'est le droit féodal qui s'applique, évidemment. Bon, il n'y a pas de problème. Il a 3 garçons. Bon, le premier garçon, donc, devient roi. Bon, il disparaît sans avoir assuré sa descendance. Je résume là, Bon, dans des circonstances particulières. Son frère lui succède, puisqu'il n'a pas de descendance. Même chose, son frère est roi pour très peu de temps, il disparaît et il n'a pas de descendance. Le troisième garçon... Ils sont vraiment maudits. Ah oui, mais roi maudit, voilà, la série mérite bien son nom. Et donc, le troisième garçon, donc Charles IV, devient roi à son tour. C'est le plus jeune, évidemment, des 3. Et il disparaît à son tour. Et il n'a pas de descendance. Alors ça, c'est une situation totalement nouvelle, puisque depuis Capet, les rois avaient forcément un ou plusieurs garçons comme descendants directs. Il n'y en a plus. Mais alors, attendez, il y a la solution. C'est que Philippe le Bel avait 3 garçons, mais il avait aussi une fille, Isabelle. Par conséquent, de la même façon que Aliénor d'Aquitaine était devenue duchesse, sans problème, elle vient après ses garçons, après ses frères, mais les frères étant éliminés, Isabelle, d'après le droit féodal, devait devenir reine de France. Vous allez me dire, Yann, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien, c'est que Philippe le Bel, qui n'avait pas vu venir le coup, qui croyait bien que ses garçons allaient avoir de la descendance, il avait accepté de marier sa fille Isabelle avec qui ? Avec le roi d'Angleterre. Avec le roi d'Angleterre. Vous voyez l'horreur de la situation. Les Français se rendent compte que si on fait jouer le droit féodal, à ce moment-là, Isabelle, donc fille de Philippe le Bel, va devenir reine d'Angleterre. Déjà reine d'Angleterre, va devenir aussi reine de France. Par conséquent, le coup de l'Aquitaine risque de se répercuter au niveau de la France. Les Anglais risquent, on exagère peut-être le péril, ils risquent de mettre la main sur le royaume de France, voyez-vous. Bon, d'autant plus qu'Isabelle et le roi d'Angleterre ont des descendants, eux, des garçons. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, on se creuse la tête, c'est pas possible. Et alors, eh bien, des légistes exhument une vieille coutume franque, bon, une partie des Francs seulement. Bon, c'est la loi salique. Dans ces tribus franques, les Francs étant les ancêtres, les grands ancêtres, eh bien, la coutume voulait que les femmes se voient privées de toute responsabilité. Les femmes ne pouvaient pas gouverner. Ça, c'est la loi salique. Alors là, quand en France on apprend ça, quand les ennemis, évidemment, de l'Angleterre apprennent ça, ils se frottent les mains. Et alors, bon, la loi salique, on triture les faits, on triche un petit peu, etc. Et on en fait un texte officiel qui interdit aux femmes d'exercer des responsabilités de pouvoir en France. Et ça va durer tout le temps après. Aucune, il y aura des reines de France, mais femmes de roi. C'est-à-dire que du coup, la loi salique, évidemment, élimine Isabelle. Isabelle ne peut plus, évidemment, puisque c'est une femme, elle ne peut plus régner. Inutile de vous dire que même en France, un certain nombre de gens au courant trouvent que c'est un petit peu fort cette façon de procéder, mais enfin bon, en France, on accepte bien volontiers qu'Isabelle ne règne pas, d'autant plus qu'on a une solution de rechange, mais en Angleterre, on est évidemment très furieux. Pourquoi ? Parce que Isabelle, devenant reine de France, eh bien tout naturellement, son fils, un garçon, devenait roi de France, d'après le droit féodal. Voyez-vous ? Bon. Alors donc, énorme problème, et en France, on se dépêche de trouver la solution, et alors, on fait jouer le droit féodal, et le droit féodal modifié par la loi salique, et à ce moment-là, eh bien, puisqu'il n'y a plus de garçons disponibles, on remonte au niveau de Philippe le Bel. Philippe le Bel avait un frère, Charles de Valois,
Et du coup, Charles de Valois avait un fils, Philippe, et Philippe est bien un capétien, voyez-vous, puisque il est bien le neveu de Philippe le Bel, mais il n'est pas son fils, il est le neveu, et ça va devenir Philippe VI de Valois, et pour les Français, c'est le nouveau roi, Philippe VI de Valois, c'est la dynastie des Valois qui commence. Et alors, évidemment, les Anglais ne sont absolument pas d'accord, ils sont fous de colère, parce que, et voyez-vous Yann, maintenant, quand je dis ça en conférence, eh bien, les gens qui ne sont pas au courant, qui m'écoutent, bon, j'essaye de dire la vérité, bon, ils reconnaissent en effet que c'était un peu fort de café de vouloir interdire ça aux Anglais, parce que, en toute objectivité, d'après le droit féodal, eh bien, Philippe VI de Valois, c'était bien un descendant direct du Capet, mais pas en ligne directe. La ligne directe, c'était Isabelle, puisque Isabelle est la fille de Philippe le Bel, alors que Philippe VI de Valois n'est que le neveu. Alors qu'en revanche, le fils d'Isabelle et du roi d'Angleterre Édouard II, Édouard III, eh bien, lui, à cause de sa mère, est un descendant direct du Capet, voyez-vous. Le futur roi d'Angleterre est un descendant direct du Capet, alors que Philippe VI de Valois est bien un descendant, mais indirect. Vous voyez la situation, évidemment. Dans ces conditions, évidemment, vous pensez bien que la guerre est inévitable. Il y a donc l'affaire de Flandre, il y a l'affaire d'Aquitaine, il y a cette vieille rivalité, on s'en veut, et puis il y a ce problème, ce qui fait que on estime qu'il n'y a pas de déclaration de guerre officielle, mais en 1337, ça y est, c'est le début de la guerre qui va être la guerre de 100 ans. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur les causes de cette guerre de 100 ans. Oui. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.